Le style politique que Mobutu a adopté, c'était de dresser les généraux les uns contre les autres. Ce qu'il faisait aussi avec les politiciens. Mais surtout avec les généraux, il disait une chose à un général et une autre chose à l'autre général. Et après, les deux se bagarraient pour qui avait raison. Et comme ça, c'est une manière d'éviter un coup d'État. Michaela Wong, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste anglaise, Reuters, BBC, Financial Times, reconnue dans le monde entier pour son expertise sur l'Afrique. Vous avez couvert à la fois les derniers jours du dictateur Mobutu et le génocide du Rwanda. Vous avez reçu le prix James Cameron en 2010 pour votre vision morale et votre intégrité professionnelle. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont 2 ont récemment été traduits en français. Rwanda, Assassins sans frontières, paru il y a 1 an, et La chute du léopard sur les traces de Mobutu, cette semaine. Tous les 2 parus aux éditions Max Mello. La chute du léopard a eu une presse dithyrambique en Angleterre. Je cite les journaux, un récit brillant sur le dictateur le plus extraordinaire d'Afrique, The Economics, provocateur, brillamment documenté et remarquablement écrit, Sunday Times, c'est le livre le plus captivant et étincelant sur l'Afrique, The Times. En 2023, The Economics l'a salué comme l'un des 5 meilleurs livres jamais écrits par des correspondants étrangers. Comment expliquez-vous ce succès et pourquoi ce livre n'a jamais été traduit en France avant? C'est une bonne question. Alors moi, je voulais que ça soit traduit tout de suite, quand c'est sorti en 2000. Mais je pense que les Français, ils sont un peu préjugés contre les écrivains anglophones. Et je pense surtout sur l'Afrique, ils pensent qu'ils savent tous, et ils savent tout, et c'est pas les Anglais qui vont leur faire apprendre quoi que ce soit, effectivement. Alors, je pense qu'il y avait un certain snobisme à l'égard de mon premier livre. Dans ce livre, vous retracez l'ascension et la chute de Mobutu, surnommé le Léopard, qui a été le président du Congo, ex-Zaïre, pendant 32 ans, et qui est devenu le stéréotype du despote africain. Racontez-nous qui était Mobutu à ses débuts. Alors, c'était le fils d'un cuisinier. On dit même que peut-être c'était illégitime. Il était un peu rebelle à l'école, alors on l'a envoyé entrer dans la force publique. Il est entré dans l'armée, où il a appris un peu la discipline. Il s'est déplacé parce qu'il était né dans une région du Congo qui était très loin du capital. Il est entré dans l'armée, il est devenu un journaliste. Il s'intéressait beaucoup dans la politique. Et à un certain moment, il a fait une amitié avec Patrice Lumumba, le premier ministre élu du Congo indépendant. Et le Congo, après l'indépendance, entrait dans une époque très turbulente au niveau politique. Parce qu'il y a eu une mutinerie de l'armée. Il y avait 2 régions très importantes, le Katanga et le Sud Kasaï, ils ont déclaré la sécession. Le pays était vraiment sur le bout de d'effondre. Et Lumumba, il a appelé aux Nations Unies d'envoyer des troupes, ce qu'on a fait. Et vraiment, il y avait des querelles, des bagarres entre les politiciens, toujours des problèmes avec l'armée, les Occidentaux qui fouillaient le pays. De plus en plus, je pense, les Occidentaux qui étaient très inquiets, on appelait ça la crise du Congo. Ils regardaient cet homme calme, prudent, pragmatique, qui était Mobutu, le jeune Mobutu. Joseph Mobutu, il s'appelait à l'époque, et on se disait, bon, c'est un homme sur lequel on peut avoir confiance. Et alors, c'est lui qui a monté avec l'encouragement du CIA, 1960, le premier coup d'État. Il a pris le pouvoir. Et après l'assassinat, l'exécution de Lumumba au sud du pays, quelque chose que lui, il a plus ou moins organisé, il a pris le pouvoir une 2e fois en 1965. C'est aussi l'époque de la guerre froide.
donc les Américains. Oui, effectivement, c'était ça l'essentiel, parce que Lumumba, c'était quelqu'un de gauche, un activiste, un radical, il avait vraiment l'instinct pour inquiéter les Occidentaux. Et à un certain moment, il a fait appel à Moscou pour envoyer des troupes. Et à ce moment-là, c'était la fin de ses relations avec les Occidentaux, surtout avec les Américains, parce que c'était la guerre froide. On avait très peur que l'Afrique allait tomber dans les mains des communistes. Et il y avait beaucoup de dirigeants africains qui avaient flirté avec Moscou. Et on craignait que le Congo pourrait aller dans la même direction. Alors, Mobutu, c'était l'ami des Américains, surtout des Belges aussi, parce qu'on voyait que c'était pas un homme qui allait se pencher à gauche. Mobutu a aussi joué sur la carte de la fin des empires coloniaux et de l'indépendance des pays africains qui ont été pillés par les pays occidentaux. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que donc le Congo était une colonie belge qui a été d'ailleurs qui a appartenu à Léopold. Oui. Et dont les conséquences sur le pays ont été assez colossales. D'ailleurs, je vous cite, vous dites qu'on estime que la population du pays a été divisée par 2 entre la fondation de l'État indépendant du Congo et cette période. Ça implique que 10 millions de personnes sont mortes et ont fui la région. C'est un professeur congolais qui a fait ce calcul. C'est un chiffre incroyable, non? Mais je pense que c'est vrai. Et c'était vraiment une époque désastreuse pour le Congo. Léopold, pour lui, au début, il s'intéressait dans l'ivoire parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants au Congo. Mais après, il a vu qu'il y avait beaucoup de caoutchouc qui poussait dans la nature. Et c'était l'époque où tout le monde en Europe voulait acheter des voitures. Alors le Congo est devenu une source très importante de caoutchouc. Et Léopold a utilisé, après ses agents belges, ils utilisaient la force publique pour vraiment intimider et mettre la pression sur les paysans congolais pour produire les caoutchoucs, aller dans les forêts et trouver le caoutchouc. Et c'est vraiment, on pense maintenant que de toutes les colonies africaines, tous les occidentaux, tous les pouvoirs occidentaux, ils ont du sang sur les mains pendant cette période avant l'indépendance, mais je pense que c'est un des pires expériences coloniales qu'on a vues en Afrique. Alors, Mobutu était-il un allié indéfectible des Occidentaux? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, l'assassinat de Lumumba a été plus ou moins appuyé par les Américains et les Belges. Oui, il était très ami avec le chef de station, Larry Devlin. C'est un des chefs de station du CIA les plus célèbres dans le monde, parce qu'il est devenu vraiment un ami de Mobutu. Mais en même temps, il faut dire que Mobutu, oui, il était reçu à Washington, en Angleterre, il a secoué la main à Kennedy, à tous les présidents américains de l'époque, il était bienvenu à Paris, en Belgique. Mais en même temps, c'est important qu'on se rende compte qu'il n'a jamais été une marionnette. Et il a toujours laissé entendre à ses alliés, ses partenaires en Occident que si eux, ils voulaient pas le soutenir avec de l'argent, avec des armes, avec du soutien militaire, lui, il pouvait trouver des autres amis ailleurs. Et eux, ils étaient tellement angoissés par le menace communiste que dès qu'ils prononçaient ces mots, ils étaient là à offrir de l'argent. Et surtout quand moi j'ai fait mes recherches pour le livre, je parlais avec beaucoup de gens qui travaillaient pour la Banque mondiale et le FMI. Et ils disaient tous que les négociations avec Mobutu, c'était pas facile. Hein. Il était très agressif,
très musclé. Il y avait même tout un chapitre, un épisode dans lequel les gens du Banque mondiale se sont rendus à Kinshasa et ils avaient l'impression d'être pris en otage par l'armée congolaise tant qu'ils n'avaient pas signé le contrat pour donner encore du soutien financier au régime. Alors c'était quelqu'un qui n'a jamais été une marionnette. Et il n'était pas le seul. Il faut dire que toute une génération on les appelait les présidents dinosaures. Et c'est Bongo au Gabon, il y avait Biya en Cameroun qui est déjà en place, il y avait Bokassa en République centrafricaine, et il y avait Mobutu et Habyarimana aussi au Rwanda. Mobutu au Congo. C'était tous des hommes forts africains qui offraient la stabilité, soi-disant la stabilité et la paix et l'amitié et un partenariat avec les Occidentaux. Et ils ont payé pour ça avec les subventions et aussi avec le soutien militaire quand il y avait des crises dans ces pays. Il a organisé aussi le parti unique et il y a des scènes assez étonnantes dans votre livre où effectivement vous expliquez comment il a pu rester aussi longtemps, 32 ans au pouvoir. Je pense que c'était quelqu'un de très malin. Au début de son régime, il y a eu des opposants et il les a fait exécuter. Il y a eu des exécutions publiques. Et tout le monde était très choqué parce que les Congolais, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça au capital. Mais après, je pense qu'il est devenu plus subtil. Il a compris qu'on n'a pas besoin de tuer les gens, il suffit de les acheter. Et quand j'ai interviewé son fils, Nzanga, il m'a expliqué que tout le monde, les politiciens, les gens qui appartenaient aux partis d'opposition, les journalistes, on les voyait tous arriver à Badolite, où à un certain moment il habitait dans son palais à Badolite, dans le jungle. Et il partait du bureau de Mobutu avec des enveloppes plein de monnaie, plein d'argent, de dollars. Et comme ça, après, ils étaient plus tranquilles. Ils n'osaient plus critiquer Mobutu. Alors, c'est comme ça qu'il a acheté sa popularité. Et comment procédait-il avec son peuple? De la même manière? Non, il faut dire qu'il avait un certain charme et il y avait toute une époque dans laquelle vraiment il avait une relation très proche et assez chaleureuse avec le public. Et les gens allaient là-bas pour l'écouter parce que c'est un homme, il avait beaucoup de confiance en public. Il a compris comment il fallait parler devant la foule. Mais à un certain moment, il y a eu des contestations politiques, il y a eu la conférence nationale souveraine où l'opposition s'est mise à le critiquer, à lancer des défis. On voulait plus avoir un parti unique, on voulait avoir des partis d'opposition. Et lui, il se sentait vraiment rejeté. Et aussi, il se sentait inquiet parce qu'on parlait beaucoup de possibles coups d'État, possibles tentatives d'assassinat. Et à ce moment-là, de plus en plus, il s'est retiré dans son palais qui était très très loin. Il fallait prendre un avion pour arriver à Badolite. Et on le voyait de moins en moins. Il se sentait rejeté. Et vraiment, on voit dans son visage qu'il y avait une expression de déception personnelle. Je trouve ça très triste, mais aussi c'est touchant, mais en même temps on se dit mais c'est pas personnel. Si on est un dirigeant d'un gros pays, c'est pas une relation personnelle. Alors vous le décrivez de façon assez étonnante, tous ces frasques d'un président haut en couleur. Vous pouvez nous donner quelques exemples en fait il était bien connu à un certain moment qu'il voulait seulement boire, comme sergent quand il était dans l'armée, pour sa première mariage, il buvait la bière congolaise. Mais il est devenu sophistiqué, il buvait seulement le champagne rosé. Il aimait bien les moules marinières, alors apparemment on envoyait les moules marinières par avion à partir de la Belgique au Congo. Il aimait bien s'habiller dans des costumes de soie.
fabriqués ici à Paris. Alors, il avait les tailleurs qui arrivaient à Badolite. Il avait un coiffeur qui prenait les vols pour lui couper les cheveux, qui était basé aux États-Unis. Il envoyait la famille à Disneyland en Concorde, parce que c'est comme ça qu'on agit. Et en même temps, il avait tout un empire d'immobilier à Paris, ici, des appartements. Il avait un château à Bruxelles, une villa à Cap-Martin, une autre ferme, une villa à Martigny. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment pris les habitudes. Je pense qu'il est devenu le cliché du kleptomanie dictatoriale présidentielle africaine. C'était vraiment concentré dans cette image et sa vie quotidienne. Ouais, est-ce que vous dites effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, hein, qu'il était devenu l'objet, qu'il avait tourné le dos à cette capitale pleine de ressentiment pour se réfugier dans son palais, le palais perdu au plus profond de la forêt équatorienne? À Badolite, il jouait le gentleman farmer parce qu'il était devenu cynique à l'égard de la politique et il payait. J'ai rencontré le monsieur suisse qui est un expert sur les races spéciales de moutons et de vaches et qui a organisé toute une livraison de ces rares moutons et vaches à Badolite parce que lui, il voulait faire voir que là-bas, c'était un peu comme Marie-Antoinette à Versailles dans le petit Trianon. Ouais. Pendant la Révolution française. Oui, parce que à ce moment-là, le pays était tombé dans une pauvreté incroyable. Alors lui, il jouait à Marie-Antoinette, mais les gens crevaient de faim. Et il a même, en fait, détruit des fleurons économiques. Oui, parce qu'en principe, en théorie, le Congo, c'est un des pays plus riches d'Afrique, parce que le Congo, on trouve les diamants, le cuivre, le cobalt, très important maintenant pour nos automobiles électriques. Il y a du pétrole, il y a le pouvoir hydroélectrique. Le Congo a tout, l'or, le tin et tout ça. En principe, ça devrait être un des pays plus riches dans le monde entier. Mais si on regarde les chiffres, on voit que c'est un des pays plus pauvres parce que ça a été mal géré dès le début. Hein. Alors, il y a eu Léopold qui a pris le caoutchouc et qui s'en fichait pour la population. Il y avait une amélioration d'un certain type quand les Belges, le gouvernement belge a pris la gestion. Mais après, avec Mobutu, après, dans les années 70, on a vu toute une chute vertigineuse au niveau économique. Et jusqu'à sa chute, en fait, il était à la fin extrêmement détesté, en fait. Tout le monde le haïssait au Congo. Bon, moi, quand j'habitais là-bas, il était absent presque tout le temps. Il passait seulement quand il y avait une crise, il arrivait en avion. Mais en général, il voulait pas mettre pied à Kinshasa. Et il était vraiment haï, hein. Il y avait une rancune, on était très amer parce que tout le monde savait comment lui, il vivait sa vie, ses habitudes de luxe, ses goûts de luxe, et on voyait en même temps que le pays était dans une situation absurde, surréelle. Quand moi j'habitais à Kinshasa, il y avait le taux d'inflation de 9000% chaque année. Et ça, c'était parce que Mobutu donnait l'ordre d'imprimer la monnaie. Quand il n'avait pas assez d'argent, il suffisait qu'on imprime. Et il n'avait jamais compris comment ça marche dans une économie, un système financier. Et alors, c'est désastreux pour un pays, avoir 9000% de taux d'inflation. On ne peut pas marcher comme ça. Et lui, je pense qu'il était complètement ignorant de ce qui se passait et aussi il savait seulement que le peuple l'aimait plus. Et la seule solution pour le peuple, donc, c'était la fameuse loi Article 15. C'est ça. Oui, alors article 15, moi j'ai beaucoup apprécié ça quand j'habitais là-bas
parce que c'est une phrase, c'est un jeu de mots. C'est un article de la Constitution, soi-disant congolaise, où on dit on vous donne l'ordre, on vous donne la permission de vous débrouiller comme vous pouvez, comme vous voulez, pour survivre. Alors c'était article 15, c'était une stratégie de survie et tout le monde avait des stratégies différentes. Alors si on était fonctionnaire, oui, on allait au bureau le matin, mais après on partait de là-bas parce qu'on n'était jamais payé et on trouvait un autre moyen pour gagner la vie. Par exemple, un soldat, il était embauché comme un garde du corps personnel. On voyait ça souvent. Il y avait les handicapés. Moi, je trouvais ça fascinant. Il y avait les handicapés dans les fauteuils roulants qui faisaient un commerce entre Kinshasa et Brazzaville à travers le fleuve parce qu'on les offrait les taux de voyage réduits. Alors, c'était devenu des commerçants très agressifs à travers le fleuve. Tout le monde avait trouver un moyen pour survivre. Et même une histoire qui m'a fait beaucoup rire, à un certain moment, il y avait un ambassadeur, parce qu'on ne payait pas vraiment les diplomates à l'étranger, il y avait un ambassadeur au Japon qui ne réussissait pas à payer ses salariés, alors il a vendu le bâtiment de l'ambassade et empoché l'argent et il a payé ses employés comme ça. Et il était connu pour ça et tout le monde riait là-dessus parce qu'on trouvait que c'était même bien qu'il avait fait cela parce que tout le monde était obligé de pratiquer l'article 15. Quel était le moment où ça a basculé et qu'est-ce qui a provoqué la chute de Mobutu? Bon, le moment plus profond, le moment de changement vrai, c'était la chute du mur de Berlin. Parce qu'à partir de ce moment-là, les Américains, ils craignaient plus le communisme et le message qui passait à tous ces dirigeants, amis africains en Afrique, c'était maintenant il faut céder aux pressions démocratiques. Vous pouvez plus compter seulement sur nous. Si vous n'êtes pas populaire, ne croyez pas qu'on va venir vous sauver la vie. Et lui, il n'a pas voulu comprendre ce message. Et même dans ces derniers jours, apparemment, ses proches ont dit qu'il était là à se dire mais où sont les Américains quand on en a besoin d'eux? Alors la chute du mur de Berlin, c'était le début, mais la fin est arrivée avec le génocide au Rwanda en 1994. Parce que Congo, il y avait toute une population maintenant de réfugiés, des génocidaires, les gens qui avaient commis le génocide au Rwanda, qui utilisaient le terrain congolais pour lancer des attentats contre le gouvernement de Paul Kagame. Et Kagame devenait de plus en plus énervé. À un certain moment, il a établi l'AFDL, que c'était un groupe de rebelles soi-disant congolais, mais soutenus par les armes et les militaires rwandais. Ils ont détruit tous les camps où il y avait les génocidaires étaient basés. Et après, ils ont continué avec Laurent Kabila, le chef de ce groupe. Et à un certain moment, tout le monde voyait que les soldats congolais voulaient absolument pas se battre. Et à la place de se battre, ils enlevaient leur devise. Ils devenaient tout d'un coup, ils étaient des jeunes hommes en civil. Et comme ça, il n'y avait pas vraiment d'armée au Congo. Et les rebelles de l'AFDL, ils sont arrivés à Kinshasa. Moi, j'étais là à l'époque. Et ils ont pris Kinshasa. On craignait avoir une bataille de Kinshasa entre les soldats du Congo, soldats congolais et la garde présidentielle de Mobutu et les rebelles de l'AFDL. Mais il n'y a jamais eu une bataille parce que, encore une fois, tous les soldats congolais, la garde présidentielle, ils ont pris les bateaux, ils ont traversé le fleuve. Et ils sont devenus aussi des civils parce qu'ils ont enlevé leur devise. Et à ce moment-là, Mobutu a pris l'avion et il s'est enfui avec sa famille au Maroc où quelques mois après, il est mort du cancer de prostate. Ouais, c'est ça.
Vous expliquez que l'armée était tellement corrompue qu'elle était totalement inopérationnelle. C'est pour ça qu'il n'y a même pas eu aucune résistance. Oui, effectivement. Si on lit les mémoires écrites par ses proches, ils disent que vraiment le style de politique que Mobutu a adopté, c'était de dresser les généraux les uns contre les autres. Ce qu'il faisait aussi avec les politiciens. Mais surtout avec les généraux, il disait une chose à un général et une autre chose à l'autre général, et après les deux se bagarraient pour qui avait raison. Et comme ça, c'est une manière d'éviter un coup d'État, ce qui craignait toujours. Mais en même temps, ça voulait dire qu'il n'y avait jamais une cohérence dans l'armée congolaise. Et quand ils ont vraiment eu un challenge qui venait de l'AFDL, ils n'étaient pas à la hauteur. Ils ont pas pu lutter contre ce mouvement rebelle. Ouais, c'est ça. Ils ont pris une ville de 5 millions d'habitants, ce que vous dites dans votre livre, en moins de 24 heures. Oui, c'était très soudain. J'étais là à l'époque. D'un jour au lendemain, c'était fini la bataille de Kinshasa. Il n'y avait jamais eu de bataille de Kinshasa. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre, parce que c'est merveilleusement bien écrit, qu'il y avait le fameux hôtel intercontinental, oui, où tous les blancs étrangers se retrouvaient, mais pas seulement, il y avait aussi tous les gens de l'armée qui voulaient fuir. Oui, c'était hôtel intercontinental. Moi, j'habitais là-bas comme journaliste. J'avais une chambre là-bas en permanence qui était payée par l'agence Reuters. Et c'était un hôtel qui avait un rôle symbolique parce que Mobutu avait des actions dans cet hôtel. Et alors, c'était aussi l'hôtel où, quand il y avait une crise, toutes les familles des mouvanciers, la mouvance présidentielle, s'il y avait une crise, ils se trouvaient toujours là-bas. Le soir avant qu'ils sont arrivés, tous les rebelles, les Kadogo, les jeunes enfants qui étaient les soldats de Laurent Kabila, ils s'appelaient les Kadogo. On a vu tous les mouvanciers, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, là avec les valises, et parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Et ils enlevaient les devises et ils ont pris les bateaux, ils sont partis, ils ont traversé le fleuve. Donc je vous cite, donc au Congo, cet honneur revient de droit à l'hôtel intercontinental. Je le sais parce que j'y suis moi-même résidé en une chambre servant de lieu de vie et une autre, de bureau de fortune. Une caisse de bière posée sur le toit accueillait l'antenne d'un Telex satellite. Oui. Bon, à l'époque, la communication était vraiment un défi, une difficulté permanente si on était journaliste basé à Kinshasa. Parce que on n'avait pas encore les téléphones cellulaires. Tout le monde les avait pas. Il y avait 2000 à 3000 personnes importantes, les VIP, les grosses légumes qu'on les appelait, qui avaient les téléphones cellulaires. Moi, j'en avais une aussi. Mais on se sentait très coupé du monde, très isolé. Et moi, en général, j'utilisais un Sat-Telex, c'est une boîte comme ça. Et je le montais sur le balcon et comme ça je pouvais envoyer mes articles. Mais sinon, quand il y avait des moments où ça marchait pas parce que il avait plu et je me sentais vraiment coupée parce que Kinshasa c'était un endroit où les avions, les lignes aériennes aimaient pas trop utiliser le piste d'atterrissage, parce qu'ils avaient peur qu'on allait saisir les avions et piller les contenus. C'était vraiment mal vu comme un endroit. Alors, pas beaucoup de lignes aériennes utilisaient Kinshasa à l'époque. Alors, vraiment, on se sentait coupé du monde. Vous dites également, parce que en fait tout ce passage-là avec l'hôtel est vraiment très drôle et on se croit vraiment dans un film. Les clients qui résident à l'hôtel de façon plus permanente forment un groupe singulier, assez caractéristique de la communauté étrangère, qui échoue sur les rivages africains. Les marginaux du premier monde, parfois armés de bonnes intentions, mais qui cherchent le plus souvent à échapper à un passé douteux, sont en quête d'un gros coup ou simplement séduits par la perspective d'inconduite sans conséquence, ce bon vieux délice colonial. Oui, bon, je pense
les gens qui habitaient dans l'hôtel étaient typiques des gens qui restent dans les endroits comme Kinshasa. Les capitales comme Kinshasa, c'est des gens qui sont en train de fuir quelque chose. Il y a des mercenaires. Il y a des gens que tout le monde pense sont des espions ou qui travaillent pour le CIA, on ne sait jamais. Il y avait, je me rappelle, un cuisinier, non, un Chinois. On pensait qu'il était un cuisinier, mais après tout, c'était un expert du acupuncture. Il voulait absolument pas rentrer en Chine. Moi, je les connaissais tous. Et il y avait une dame belge qui faisait des affaires, mais on n'a jamais compris quelles affaires on pouvait faire à Kinshasa. Et après, il y avait moi. et oui, on était une population un peu excentrique, il faut dire, permanente. Avec la boutique, dès qu'il y a un coup d'État qui arrivait, soldé. Oui, les jours avant que l'AFDL est arrivé, tout d'un coup, on a vu les affiches dans tous les magasins où on vendait. Normalement, ils étaient hyper chers. C'était la mode parisienne, belge. C'était des tenues très, très chères. Et tout d'un coup, il y a des affiches, solde total, liquidation finale, parce qu'effectivement, tout le monde attendait le pillage. Kinshasa avait déjà vu deux expériences de pillage désastreux dans son histoire, en 91 et 93. J'utilise le terme belge. Et tout le monde se souvenait de où ils étaient pendant le pillage, le premier pillage et le deuxième pillage. Parce que c'était quand l'armée a pillé le capital parce qu'ils n'avaient pas été payés, ou on a essayé de payer l'armée utilisant la monnaie qui n'était pas courante, pas acceptée. Ils étaient payés avec cette monnaie pas acceptée dans les magasins. L'armée est devenue fou de rage et ils ont commencé à piller. Après, toute la population, ils ont suivi à faire la même chose parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus d'ordre dans les rues de Kinshasa. Alors, on craignait toujours une répétition de ces deux pillages parce que la ville, vraiment, on avait l'impression d'être dans une ville où il y avait eu une guerre. Il y avait des dégâts, on voyait qu'il y avait eu de la violence, on voyait les traces partout, mais effectivement, il n'y avait jamais eu une guerre à Kinshasa. C'était les traces des deux pillages. Vous avez également visité le palais donc de Mobutu dans la jungle. Non, pas celui-là. J'ai visité un autre palais. Ah, parce que lui, Mobutu avait des palais partout. D'accord. Le plus grand, bien connu, c'était à Badolite. Mais il avait aussi des palais dans tous les cités, toutes les grandes villes du Congo. Et moi, j'étais dans celui de Goma parce que l'AFDL a commencé vraiment dans l'Est. Il a débuté dans l'Est du Congo. Et la première villa à être pris par les rebelles, c'était celui de Goma. Et je suis entrée avec les pilleurs pour voir ce qui se passait. Et c'était bizarre, hein, parce qu'on entre dans la salle de bain d'un dictateur, on voit un peu son parfum, on voit que lui, il a un parfum, sa femme a un autre parfum, on voit tous les voitures, le Mercedes, on voit son goût, le goût qu'il a pour les meubles, c'est un peu kitsch, ça fait un peu milliardaire libanais. C'était un drôle d'expérience. Ouais, des missiles, vous dites aussi, il y avait des armes, il y avait des caisses d'armes. Oui, au cas où. Ouais. Au cas où. Et je me rappelle qu'en approchant au villa, il y avait des Congolais qui prenaient la route et ils amenaient avec eux le chandelier, un frigo. Il y avait un monsieur qui avait le frigo sur sa tête, l'écran de télévision. Ils avaient mis sur le bicyclette et on était en train de les amener chez eux. Parce que c'était le moment, l'opportunité, il faut le saisir. Pour s'enrichir. Ouais. De l'extérieur, vous dites, la villa annonçait le summum du luxe ostentatoire, tout en chandelier, vase Ming, ouais. Meubles d'époque et sol en marbre. De près, en revanche, nous avons découvert que presque tout était en toc. Oui, parce que c'était pas du marbre, c'était du plastique. On avait dépeint le plastique. Parce qu'après tout, c'était pas vraiment le villa plus important pour lui. Et en plus, j'imagine que
c'est pas facile de trouver le marbre et l'amener là-bas, c'est loin. Mais aussi c'était un peu symbolique parce qu'on avait l'impression d'une façade et que derrière la façade il n'y avait rien. Et effectivement derrière la façade de l'armée congolaise, tout le monde avait toujours peur de cette armée congolaise, et surtout de la garde présidentielle. On a vu qu'il n'y avait rien. Quand on a mis la pression, il y a eu un mouvement rebelle, il n'y avait rien derrière. Vous avez gardé un couteau à poisson d'ailleurs. Oui, mais le problème c'est, moi j'ai pris un couteau à poisson parce que je n'osais pas prendre plus. Effectivement, j'avais peur qu'on me prenne pour un pilleur. Tu sais, on aurait pu tuer les pilleurs. Souvent on dit, quand il y a des pillages, on dit on va annoncer un couvre-feu et si on te trouve en train de piller, vous êtes fusillé, non? Alors moi j'avais pris ce couteau et après je l'ai perdu, alors je sais même pas où c'est maintenant. Alors vous citez énormément en fait Joseph Conrad, vous dites le Zaïre c'était le cœur des ténèbres, ô combien prophétique se révélait une fois encore le cri de désespoir articulé par Monsieur Kurz sur son lit de mort, devant la propension en apparence sans fin de l'Afrique à n'engendrer que tumulte et brutalité. L'horreur, l'horreur, l'horreur. Rien de plus prometteur ne devait-il donc jamais émerger de ce continent des ténèbres. Oui, j'ai voulu citer cette œuvre parce que, bon, premièrement, c'est le seul livre que la plupart des gens, ils n'ont jamais lu sur le Congo. C'est aussi, il y a une référence à Apocalypse Now. Mais aussi, je trouvais qu'il y a un message très important dans ce livre parce que souvent on pense que l'horreur, c'est une exclamation pour décrire l'Afrique. Et on dit le heart of darkness, hein, au cœur des ténèbres, c'est la darkness, c'est l'Afrique, l'horreur de l'Afrique. Mais effectivement, si on le lit avec une certaine attention, c'est évident que Conrad était en train de parler de l'horreur au cœur des Blancs et ce qu'ils ont fait en Afrique et ce qu'ils ont soumis les Africains, l'esclavagisme et la corruption et toute cette époque coloniale. Alors, je voulais essayer de exprimer ça parce que Mobutu, c'est aussi quelqu'un qui, oui, il a mal géré le pays. C'était un dictateur, c'était un cliché d'un dictateur. Son dictature a été bâtie sur un fondement qui était ce qui a laissé Léopold. Hein. C'est la fondation de la Belgique et du Léopold, du roi Léopold. Ce que vous dites, c'était la chute libre du Zaïre n'a pas été provoquée par un seul homme, mais par des milliers de complices complaisants au niveau national et international. Oui, effectivement, parce que moi j'ai interviewé beaucoup de diplomates, les hommes qui travaillaient pour la Banque mondiale, le FMI, le monsieur Larry Devlin du CIA, qui avait joué un rôle dans le sort du Congo. Et il faut dire qu'ils n'étaient pas vraiment, je pense qu'ils se sentaient pas coupables d'avoir joué un rôle dans cette chute. Je pense pour tous ces hommes, ils pensaient qu'ils avaient des bonnes raisons pour avoir agi comme ils ont agi. Mais on voit le résultat a été désastreux pour les Congolais et ça reste toujours désastreux. Et alors les effets ont été très très néfastes. Et ces gens-là, je pense, ils pensent que c'est pas vraiment à cause d'eux et c'est pas leur problème maintenant. Je trouvais que vraiment il y a beaucoup des excuses. On s'excusait pas. On m'expliquait un peu pourquoi, mais en même temps on voyait pas vraiment une mea culpa. Ouais, et Mobutu a été obligé de donc fuir de son pays, donc pour aller se réfugier au Maroc. D'ailleurs, il est mort 3 ou 4 mois après parce qu'en fait, il était malade. Ouais. Mais aucun pays occidentaux, en fait, en particulier la France ou la Belgique, n'ont voulu l'accueillir. Bon, effectivement, c'est ce qui se passe quand les circonstances changent et les amis d'antan deviennent tout de suite oubliés. Et c'est un peu le réel politique des Occidentaux. On oublie tout de suite. Les obligations, ça n'existe pas. Et oui, c'est impressionnant comme on a lavé les mains en Occident.
Quelle a été la suite de l'histoire du Congo après Mobutu? Ah bon, c'est hyper compliqué, hein, parce que après Mobutu, il y a eu Laurent Kabila, qui lui aussi, je pense, il a continué le pillage de l'économie du Congo. Il y a eu des contrats signés avec Dan Gertler et avec les Chinois, et on a vu le délabrement de l'économie de la zone minière, le secteur minier du Congo. Récemment, on a eu 2 élections. Félix Tshisekedi est devenu président dans des circonstances un peu ambiguës pendant les premières élections. Le deuxième, plus récent, en décembre, c'était beaucoup plus clair le résultat. Félix Tshisekedi, il est très intéressant parce que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi qui était la personne plus détestée à un certain moment par Mobutu parce que c'était le chef de l'opposition, très populaire à Kinshasa quand moi j'habitais là-bas. Alors son fils est maintenant le président du Congo et on attend beaucoup de lui parce qu'on veut vraiment voir qu'il va changer un peu les choses. Il a une route difficile parce qu'il faut dire qu'au niveau économique, aussi militaire et stratégique, le Congo, on a pas mal de problèmes devant. Ouais. Vous citez par exemple en 2001-2002 2 rapports déterminants du groupe d'experts de l'ONU qui ont révélé des pillages systématiques auxquels l'Ouganda et le Rwanda s'étaient livrés, se livrent toujours d'ailleurs, pendant la progression de la FDL de Kabila. Oui, bon, effectivement, ce qu'on a vu avec Mobutu, c'est que l'armée ne pouvait pas assurer les frontières du Congo. Et l'Ouganda et le Rwanda, tous les deux, ils sont entrés avec leurs armées et se sont servis. Ils ont pris les minéraux qui les intéressaient et ils les ont vendus pendant des années comme produits ougandais et rwandais. Et maintenant, on voit qu'il y a toujours un trafic très très grand du Congo envers le Rwanda. Le Rwanda, qui a presque pas de minéraux, est en train d'exporter des tonnes d'or, de coltan. Alors le Congo perd toujours sa richesse et c'est un des problèmes majeurs pour le gouvernement de Tshisekedi, parce qu'effectivement, l'Est du Congo maintenant est dans les mains du mouvement 23, un mouvement rebelle congolais, mais soutenu par le Rwanda. Et tant que le Congo ne peut pas assurer ses propres frontières, il va continuer à être pillé. Les Congolais s'estiment lésés par la décision cynique de Washington, Londres ou Paris d'accorder un traitement de faveur au minuscule Rwanda depuis le génocide. Ils ont l'impression que l'Occident ignore le soutien flagrant de Kigali au mouvement rebelle de M23 qui a annexé une portion des provinces congolaises du Kivu, contribuant ainsi au chiffre extraordinaire de personnes déplacées au Congo, 7 millions. Oui, c'est 7 millions au total et 2 millions dans l'Est du pays. Et c'est grâce à ce mouvement 23, ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que tout le monde sait que le Rwanda, c'est le problème, qu'ils sont en train d'armer, d'équiper, de donner des ordres à ces rebelles du mouvement 23. On sait aussi qu'il y a une présence importante des soldats rwandais dans le Congo de l'Est. Et malgré tout cela, le Rwanda, c'est toujours un partenaire de confiance pour la France surtout, pour les Anglais, pour les Belges, pour les Américains, parce qu'on pense que Kagame, pour Kagame, le président, c'est monsieur qui peut agir comme le policier du continent d'Afrique. Et je trouve qu'il y a un manque de cohérence incroyable, parce qu'on pense que Kagame peut offrir ses soldats comme peacekeepers un peu partout dans le Sahel, à Mozambique, contre le djihadisme. On a très peur du djihadisme, et alors on soutient son armée. L'Union européenne est en train de soutenir son armée, mais en même temps, cette armée rwandaise est en train de semer le chaos au Congo de l'Est. Et alors, il y a un manque de cohérence dans la politique occidentale complète dans cette zone.
En quoi l'histoire de Mobutu reste pertinente pour comprendre les turbulences des Grands Lacs africains aujourd'hui, et en particulier la République démocratique du Congo? C'est un monsieur qui était au pouvoir 32 ans. Alors le Congo tel qu'il est, c'est évident que c'est grâce à Mobutu. Et le fait que le pays, sa gestion économique est toujours anarchique, qu'au niveau militaire, stratégique, c'est une puissance absente dans la région, c'est encore grâce à Mobutu. Alors, il a laissé des traces très importantes. Mais il faut dire en même temps que je pense qu'il y a une certaine affection maintenant au Congo pour Mobutu, parce qu'on trouve que malgré tout ce qu'il a fait, malgré sa gestion désastreuse, il est quand même, il représentait quelque chose, une certaine fierté africaine. L'époque de Mobutu, c'était quand il y avait une explosion de musique, d'élégance, de style, quand le Congo comptait, le Zaïre comptait pour quelque chose au niveau international. Tout le monde connaissait Mobutu, tout le monde savait qui c'était. C'était le moment, dans les années 74, on a invité Muhammad Ali et George Foreman pour le Rumble in the Jungle, le match de boxe à Kinshasa. Et tous ces artistes, ces chanteurs américains, ils étaient hyper contents de partir pour le Zaïre. C'était sexy, le Zaïre. C'était une élégance, une expression d'élégance, de fierté. Et je pense maintenant, on se souvient de tout cela. Et on a mis un peu à l'écart la haine, l'amertume, et on pense au bon moment. D'ailleurs, il y a eu un coup d'État au Congo récemment, et le putschiste se revendiquait du Zaïre de l'époque de Mobutu. Oui, effectivement, il voulait utiliser le nom Zaïre, que c'est le nom que Mobutu avait choisi, et Kabila l'a rejeté, et il est revenu à l'ancien Congo. Et aussi, ce qu'on a vu au moment de cette coup d'État, c'était le drapeau, l'ancien drapeau de Mobutu, que c'est un flambeau avec une main africaine et un bras africain qui tient un flambeau de la révolution. Et pour moi, c'était un gros surprise. Mais je pense, quand je parle avec des amis congolais, ils disent tous que oui, maintenant, à Kinshasa, il y a les jeunes, on voit qu'ils portent encore une fois de libre choix l'Abacoste. Et l'Abacoste, c'était la tenue que Mobutu avait inventée parce qu'il disait « à bas le costume ». Il fallait être africaine et le costume, ça voulait dire on portait la cravate et ça, c'était quelque chose occidental. Alors lui, c'était l'Abacoste avec sans cravate. Et maintenant, c'était considéré, quand moi j'habitais là-bas, c'était considéré comme ringard. C'était les vieux hommes qui portaient ça. Et maintenant, c'est les jeunes qui le portent. Et en plus, ils aiment bien porter les lunettes noires, très foncées. C'était aussi un trademark de Mobutu. Et souvent, on me dit que quelqu'un, sur leur cellulaire, ils ont comme le ton, un des discours fameux, le plus fameux de Mobutu. Alors, quand on entend un cellulaire sonner, on entend la voix de Mobutu. C'est frappant quand même. Ouais. Vous dites que Poutine est également très populaire au Congo. Pas étonnant que Vladimir Poutine passe pour un héros sans peur et sans reproche auprès de nombreux Congolais que j'ai croisés. À leurs yeux, l'invasion de l'Ukraine est un bras d'honneur adressé à la suffisance du monde occidental. Oui, je pense un des traces que Mobutu a laissé, c'est que les Congolais se sont toujours les victimes des choix des autres. Ils pensent qu'ils sont toujours manipulés par les Occidentaux. Et ils n'aiment pas trop ça. Et il y a une rancune vers l'Occident grâce à toutes ces décennies pendant lesquelles on voyait que les Occidentaux soutenaient Mobutu, que c'était eux, ils étaient assez contents quand Lumumba a été assassiné. Et maintenant, on a la même rancune parce qu'on voit que les Occidentaux sont en train de soutenir Kagame, qui, après tout, est là avec ses soldats qui occupent toute une zone de le Congo de l'Est. Alors, dans ce contexte, Poutine, les Congolais, ils sont pour parce qu'ils disent, bon, c'est un monsieur qui représente un défi
aux Occidentaux. On en a marre d'eux. On a vu qu'ils s'en fichent des Congolais. Alors c'est un peu en réaction contre les Occidentaux qu'on on regarde avec un certain intérêt Moscou. Et que pensez-vous de la position de la France, d'Emmanuel Macron et également Nicolas Sarkozy de soutenir Kagame? Bon, je pense que il peut pas faire ça et penser que les Congolais vont avoir des bonnes relations avec lui. Il faut choisir. Macron a un peu tendance à dire deux choses différentes et penser que les gens font pas la comparaison entre les deux déclarations. Alors, quand il va là, il exprime son respect, son amitié pour Kagame et en plus, il signe des contrats avec le gouvernement rwandais pour le développement au Rwanda et aussi pour payer les soldats rwandais qui sont en opération au Mozambique, où il y a l'installation du Total. Il ne peut pas faire ça et en même temps penser que les Congolais vont pas se rendre compte et vont pas avoir certaines opinions là-dessus. Il y a beaucoup d'émotions à Kinshasa. Vraiment, ils sont pas du tout contents de la politique française. Bon, pour moi, c'est hallucinant parce qu'on voit la France qui est en train de refaire ce qu'elle a fait avec Mobutu, mais aussi avec des autres dirigeants africains. On a vu qu'à un certain moment, la France a soutenu Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda, et on a vu qu'il y avait un régime génocidaire sous Habyarimana. Et la France, maintenant, se sent très coupable du rôle qu'il a joué en soutenant ce monsieur. On a vu aussi le rôle que les Français ont joué au Zaïre, parce que l'ambassadeur français, c'était le dernier diplomate important qui a rendu visite à Mobutu. Quand tout le monde lui disait qu'il fallait qu'il s'en aille, l'ambassadeur français entrait dans son villa pour dire « Non, non, vous pouvez toujours rester ». Alors, la France a toute cette histoire de soutenir les dictateurs en Afrique et après de regretter le rôle qu'elle a joué. Et je trouve qu'elle est en train de faire exactement la même chose avec le Rwanda, avec Kagame, qui a un bilan affreux au niveau des droits de l'homme au Rwanda, qui est aussi quelqu'un qui envoie des agents de mort pour chasser les opposants, les journalistes qui se sont enfuis à l'étranger et qui a aussi envoyé des troupes et des soldats en Congo de l'Est et qui maintenant ont créé une population de 2 millions de déplacés congolais. Alors je trouve qu'il y a un manque de cohérence, mais aussi c'est hallucinant. La France est en train de répéter exactement les mêmes erreurs qu'elle a fait dans le passé. Emmanuel Macron a même dit à Tshisekedi, c'est ça, le président, qu'il fallait qu'il maîtrise mieux son pays pour, si vous voulez, que ce soit... Oui. Bon, je pense qu'on a vu ça comme une expression de Macron qui dit vous êtes la victime et c'est la faute est à vous. You blame the victim, comme on dit en anglais. Si vous pouvez pas assurer vos frontières, c'est à vous le problème. Mais en même temps, la France est en train de soutenir au niveau financier l'agresseur. Et on est très conscient de ça à Kinshasa. Vous avez vous-même d'ailleurs été menacé par le gouvernement rwandais. Moi, je suis harcelée tout le temps sur les réseaux sociaux. On m'accuse de plein de choses, on m'accuse d'être négationniste, c'est-à-dire que je nie l'existence du génocide au Rwanda, ce que j'ai jamais fait. J'étais parmi les journalistes qui ont écrit beaucoup d'articles là-dessus. Et vous étiez même présent d'ailleurs? J'étais présent en 1994, j'ai couvert les jours après le génocide. Je trouve que c'est un gouvernement qui mène une campagne de désinformation, harcèlement très agressif contre les journalistes qui essaient seulement d'avoir une discussion ouverte et transparente. Et comment vous expliquez que Paul Kagame soit soutenu? Bon, c'est un monsieur qui accepte pas la contestation. Il y a des dirigeants africains qui acceptent que pas tout le monde est toujours d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils décident. Mais avec Kagame, c'est vraiment un dictateur pur et dur.
Et vu qu'il n'y a aucune discussion chez lui ouverte, tous les journalistes qui osaient le critiquer de temps en temps, même d'une façon un peu modérée, ils sont en prison, ou ils ont été assassinés, ou ils sont en fuite, ils sont en exil. Je pense que c'est un monsieur qui maintenant il a l'habitude qu'on dit jamais on exprime jamais des critiques à son égard. Alors, dès qu'il y a un journaliste ou un professeur d'université ou quelqu'un qui est un analyste qui dit quelque chose qu'il n'aime pas, ils sont attaqués sur les réseaux sociaux et on voit très bien, ce sont pas des Rwandais qui réagissent, c'est les renseignements, c'est les gens qui sont payés. C'est tous des comptes anonymes. On appelle ça sock puppet account parce qu'on comprend très bien que ce sont des gens qui travaillent pour la police rwandaise, les renseignements rwandaises, le service de presse du président. J'ai jamais vu ça. Je pense que le Rwanda est plus actif dans ce secteur de désinformation et d'harcèlement que n'importe quel gouvernement africain. Et que dites-vous à Patrick Saint-Exupéry, par exemple, qui est un soutien indéfectible à Paul Kagame? Le problème avec certains journalistes français, mais aussi belges, et quelquefois anglais, c'est qu'ils pensent toujours au génocide. Et surtout en France, je pense que les journalistes sont obsédés par le rôle que le gouvernement de Mitterrand a joué. Le fait qu'ils ont soutenu Habyarimana et ils ont aidé quelques génocidaires importants de fuir le pays. Et à partir de ça, ils veulent pas voir que Kagame a du sang sur les mains. Et on sait ça, il n'y a aucune discussion. Le FPR a commis des atrocités, des abus avant le génocide au nord du pays, pendant le génocide et après, surtout après, dans les forêts du Congo. On le sait parce que les Nations Unies, ils ont envoyé toute une équipe pour faire une enquête et ils ont découvert, et c'est bien documenté, 617 atrocités, c'est-à-dire des massacres dans les forêts du Congo commis par les soldats rwandais et le mouvement rebelle qu'ils soutenaient à l'époque. Et moi, je trouve bizarre qu'il y a des journalistes et des professeurs d'université parce qu'ils ont tellement honte de ce que le gouvernement Mitterrand a fait. Ils veulent pas voir d'une manière claire ce que Kagame est en train de faire. Je vous remercie, Michaela Wong. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres majeurs sur l'Afrique, Rwanda, Assassins sans frontières, sur le régime de Paul Kagame, et La chute du léopard, sur les traces de Mobutu, paru cette semaine aux éditions Macmillan. Merci pour l'opportunité de parler de tout ça.